Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les jeudis de la formation. On ne connaît pas très bien le nombre de gens touchés par le lipœdème, qui est une entité clinique mal connue, souvent confondue d'ailleurs avec le lymphœdème. C'est pourtant une véritable maladie chronique, une répartition anormale du tissu adipeux et également pathologique, allant des hanches jusqu'aux chevilles en respectant les pieds. Jambes en poteau, culottes de cheval, les patients ont vite rebaptisé le lipœdème puisqu'il s'agit d'une pathologie quasi exclusivement féminine. Le diagnostic est habituellement facile et ne nécessite pas d'exploration complémentaire, mais la demande de prise en charge est très importante car le retentissement sur la qualité de vie est majeur. Et contrairement à ce que pense la majorité des médecins, des solutions existent et une meilleure connaissance du lipœdème est indispensable pour mieux tenter d'apporter des réponses plus adaptées aux femmes qui en sont atteintes. Ces réponses, notre invité du jour va nous les apporter. C'est un spécialiste incontesté dont vous avez d'ailleurs plébiscité le JDF sur les gros bras. Le docteur Stéphane Vigne est chef de l'unité de lymphologie de l'hôpital Cognac-G. Stéphane Vigne, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi vous m'avez convaincu de parler de ce sujet? Parce que je pense que c'est un problème peu connu, qui touche beaucoup de femmes et qui sont en grande demande de prise en charge. Et souvent confondu avec le lymphœdème, comme vous le disiez. Et donc on voit ces patients dans notre consultation assez régulièrement. Les médecins les voient aussi, bien évidemment. Bien sûr, les médecins les voient aussi. Pas qu'une pathologie de consultation spécialisée. Absolument. Vous trouvez d'ailleurs qu'on vous les adresse assez On en voit beaucoup avec un diagnostic erroné. Et donc on est surtout là pour remettre en place le diagnostic adapté et pour faire une stratégie thérapeutique pour ces patients. Un diagnostic erroné, ça serait donc le lymphœdème ou d'autres diagnostics? Surtout le lymphœdème. Ouais. Le lymphœdème donc primaire, donc hors cancer, est souvent confondu avec le lipœdème. Alors on va voir la différence dans un instant, mais alors quand j'ai préparé cette émission avec vous m'avez dit on n'en connaît pas la prévalence. C'est pas sérieux de dire aussi fréquent, ils ne connaissent pas la prévalence. Pourquoi? Parce que ce n'est pas très connu, justement. Les définitions ne sont pas consensuelles, mais on estime que à peu près une femme sur 10 ou une femme sur 20, peut-être, est touchée par le lipœdème. Donc c'est assez fréquent. On va être trivial. Toutes les culottes de cheval et les jambes en poteau sont des lipœdèmes ou ça peut être autre chose? Alors je pense qu'il faut associer la morphologie, donc culotte de cheval ou jambes en poteau, avec les douleurs. Oui. Les douleurs sont l'élément qui fait la différence entre les deux. Mais s'il n'y a pas de douleur, c'est pas un lipœdème? C'est difficile de dire que c'est lipœdème. Vraiment, la douleur est quand même un critère important et qui est aussi gênant pour les femmes. Alors, c'est une répartition anormale du tissu adipeux, ça on l'a compris. Donc on ne comprend pas pourquoi certaines femmes auraient un lipœdème et d'autres pas, alors que la conséquence esthétique est là. C'est ça. Même conséquence esthétique, parfois même très importante pour le lipœdème, mais en plus des douleurs et parfois des ecchymoses, on va en parler, des ecchymoses fréquentes. Pourquoi? Parce que le tissu adipeux là est pathologique et pas, je veux dire, entre guillemets, normal. D'ailleurs, à quel moment un tissu adipeux devient pathologique et normal? Alors, on sait qu'il est mal réparti, donc dans le bas du corps, ça, oui. Mais il est aussi anormal. Il communique, semble-t-il, dans les études récentes, mal avec ses collègues adipocytaires, et donc il est possible qu'il ne soit pas comme du gras normal, oui, en termes de fonction cellulaire. Car c'est normal d'avoir des adipocytes. Absolument. On sait pourquoi cette graisse devient anormale? Il y a des raisons? Non, pas du tout. Pas du tout. On sait par contre que ça touche souvent une femme dans une famille, et puis ensuite on retrouve la maman, la tante, la grand-mère atteintes du même problème. Notion familiale quand même. On confond avec le lymphœdème. Donc si j'essaye de réfléchir dans ma tête, je me dis il y en a un c'est de la graisse, l'autre c'est du liquide, non? Le lymphœdème c'est maintenant plus de la peau, de la fibrose et du tissu adipeux et un peu de liquide. Dans le lipœdème, c'est que des lipides et un peu de liquide. Oui, alors bon, je comprends qu'il y a plus d'œdème dans le lymphœdème que dans le lipœdème. Bon, ça s'appelle œdème tous les deux, on aurait peut-être pu mettre un autre nom, non? Oui, je pense que c'est pas adapté, c'est traduit de l'américain lipœdéma, et donc la partie liquidienne dont on parle beaucoup, qui est trompeuse. Il y en a un peu d'œdème, notamment le soir après une position debout prolongée ou lorsqu'il fait très chaud. Bon, mais pas de base. Ça prend pas le godet donc? Ça prend très peu le godet. Ouais. C'est bilatéral? C'est bilatéral. Symétrique, mais ça peut être asymétrique. Oui, à la différence du lymphœdème qui est souvent asymétrique. Alors là, les membres inférieurs sont concernés jusqu'aux hanches. Jamais les bras? Si. Les bras peuvent être touchés aussi à la partie proximale, entre l'épaule et le coude, un peu comme les cuisses le sont. Ouais, et c'est tout aussi handicapant qu'un gros bras alors?
Non, parce que ça ne touche pas l'avant-bras ni la main. Donc ça épargne la distalité. Et là, ça ne touche pas le pied, au fait? Non, ça épargne le pied, sauf, il faut être honnête, après une longue évolution, 10, 20, 30 ans de lipœdème, les lymphatiques peuvent être aussi touchés, et là, le pied peut augmenter de volume. Ce qui prouve bien que ce n'est pas forcément une raison d'alimentation ou de malrépartition de la graisse. C'est pourquoi le pied? C'est parce que... On a une explication? Non, on n'a pas d'explication sur l'absence d'atteinte du pied. Bon, alors, évidemment, première chose qui nous vient à l'esprit, c'est préoccupations esthétiques. Hein. Mais vous insistez beaucoup là-dessus pour dire, attention, pas que. Pas que. Voilà, c'est ça. Il y a un faisceau d'arguments. Il y a l'esthétique, il y a la répartition de ce tissu anormal, il y a des douleurs. Et il y a aussi des douleurs qui peuvent être très importantes, hein, puisque ça peut être même le moindre frottement peut être douloureux, le moindre contact peut être très très douloureux alors que le contact est modéré. C'est une douleur superficielle et pas profonde. Oui, mais c'est une douleur qui est amplifiée par rapport au geste. On comprend qu'elle puisse être extrêmement douloureuse, mais on perçoit bien que l'origine, c'est la superficie, oui, c'est la peau. Et donc, d'où d'ailleurs, sans doute, des douleurs qui se forment dès qu'on mobilise. Dès qu'on mobilise, dès qu'on se touche, dès qu'on a un petit choc. Et ces douleurs s'associent en plus à des bleus, à des ecchymoses spontanées. C'est-à-dire qu'on se tape à peine, on a des bleus sur la peau qui apparaissent. Pourquoi? Parce que c'est hypervascularisé? On ne sait pas très bien non plus, là. La peau, comme c'était fragile en termes vasculaires, en termes microvasculaires, et donc les bleus sont parfois spontanés. Ça a des critères aussi diagnostiques. Alors, pas de prévalence, mais enfin, on imagine que c'est des centaines de milliers de femmes quand même. Vous disiez une sur... On dit 1 sur 10, 1 sur 20 peut-être, sans savoir précisément. Ça fait quand même beaucoup de monde. C'est plutôt un handicap important et on ne cherche pas. Enfin, c'est où le problème? C'est parce qu'il n'y a pas de médicaments derrière, donc la recherche n'a pas été vigilante là-dessus? Alors on cherche notamment en génétique, voir si on peut comprendre s'il y a un gène anormal. Dans les formes familiales, on cherche à savoir ce qui se passe. On est encore très très peu développé dans ce domaine, mais ça cherche. Donc, vous décrivez quelque chose de pas sympa du tout. Donc, un handicap qui peut devenir... c'est un handicap déjà, mais ça peut devenir un handicap majeur? Ça peut devenir gênant en cas de très très gros volume. La gêne à la marche. Ouais. En plus, il y a la création de masses, parfois d'énormes masses au niveau des cuisses qui peuvent se toucher, s'ulcérer et donc rendre difficile la marche. La qualité de vie est touchée très vite? Oui, l'impact sur la qualité de vie, et puis sur l'image de soi, sur l'image corporelle qui est touchée, puisque c'est souvent les jeunes filles, ça commence souvent vers l'âge de 15-16 ans, et donc il y a, au moment de la puberté, au moment du développement, des anomalies qui se créent et qui sont déjà très, très gênantes à cet âge. J'en parlais avant l'émission, est-ce qu'il y a des circonstances favorisantes, la grossesse? Est-ce qu'il y a des jeunes femmes qui ont un physique parfait de ce niveau-là et qui peuvent avoir du lipœdème après avoir eu un enfant? Alors, ça survient assez tôt. On dit 15-20 ans, ça peut survenir plus tard, c'est quand même moins fréquent. Une jeune fille qui n'a pas de jambes en poteau et qui n'a pas de culotte de cheval, je dirais, après l'adolescence, peut espérer qu'elle n'en aura pas tout au long de sa vie? Sauf s'il y a une prise de poids importante. Oui. La prise de poids peut favoriser ou peut être liée au lipœdème. Mais là, ça reste donc des lipœdèmes et non pas une autre forme de graisse en abondance. Parce non, que ça peut devenir du lipœdème, vraiment, ça peut arriver. Oui. C'est pas très fréquent cette situation. Pas très fréquent. Donc le dépistage, il se fait jeune? Jeune, oui, 15, 20 ans, 25 ans. Ouais, ça c'est l'âge de début. C'est à ce moment-là. Est-ce que plus on agit tôt, mieux c'est? Alors nous, on espère, oui, d'ailleurs en conseillant donc, le contrôle du pondéral, ça c'est fondamental, puisqu'il y a quand même une relation entre la prise de poids facile et le lipœdème, même s'ils ne sont pas reliés. Oui, j'ai lu dans un de vos articles qu'il y avait même des lipœdèmes avec un IMC normal. Absolument. Alors, il y a des femmes qui ont un IMC normal, mais ces patients-là, souvent, font beaucoup d'efforts pour contrôler leur poids. Ah oui. Et alors, on sait pourquoi? C'est juste la prise de poids ou l'alimentation, la qualité de l'alimentation joue? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a de facteur alimentaire spécifique. C'est plutôt la prise de poids ou c'est aussi la morphologie qui est programmée comme ça. Est-ce que les femmes ont intérêt de coucher les jambes surélevées? Ça peut être utile, mais ça ne va pas modifier la morphologie. Alors, comme toujours en médecine, l'exercice physique, c'est une constante. Hein. Je crois que je ne fais plus d'émissions sans que mon invité me dise « Et vous n'oubliez pas l'exercice physique ». Là, est-ce qu'on a vu quelque chose qui marche avec au moins le soulagement du lipœdème? Alors clairement, pour les douleurs, pour le confort, pour les sensations, il faut faire l'activité physique. Et il y a un groupe d'activités physiques qui semble meilleur pour le confort, pas pour la morphologie, mais pour le confort et pour le bien-être, c'est tout ce qui est en milieu aquatique. Que ce soit aquabike, aquagym, natation. La pression de l'eau, la fraîcheur de l'eau, les mouvements dans l'eau
sont très bénéfiques aux sensations. Vous êtes adorable, le docteur Vigne, mais vous devez faire sourire toutes les femmes, s'il y en a qui nous regardent. S'il y a bien un endroit où elles n'ont pas envie d'être et pas envie de se mettre, c'est en maillot. Donc, vous dites à des femmes qui sont incroyablement complexées par leur corps, vous dites à nos confrères médecins d'envoyer-les à la piscine. C'est pas facile, non? C'est vrai que c'est pas facile. Et nous, on recherchait justement, pourquoi pas que créer quelques groupes de patientes ayant un lipœdème pour aller ensemble à la piscine avec des cours adaptés. Ouais. Je pense que c'est un projet qui peut être tout à fait utile aux patientes. Est-ce qu'on peut aussi dire, une petite psychothérapie, ça pourrait aider je pense qu'il y a des psychothérapeutes qui peuvent envoyer n'importe qui dans une piscine en les convainquant qu'il faut y aller, non? Enfin, je pense qu'il y a aussi une prise en charge parce qu'il faut malheureusement accepter cette morphologie. Et la psychothérapie, quelle qu'elle soit, peut être très utile. Mais c'est juste, on en parle pendant l'émission, ou vous le faites concrètement avec vos patients? Quand il y a une grande souffrance, psychique, on les adresse à des psychothérapeutes, à des les patientes acceptent, ça leur pose pas de problème? Mais je pense que le premier temps, c'est vraiment l'expliquer ce que c'est, et surtout de déculpabiliser. Ne pas leur dire c'est votre faute, c'est parce que vous mangez trop. C'est pas lié à l'alimentation. Le surpoids favorise, l'obésité favorise, mais il n'y a pas franchement de lien. Donc c'est deux choses qui sont en parallèle. Est-ce que la diététique et les prescriptions diététiques n'arrivent pas trop tard sur vos patients? Quand vous voyez, des patients dans les services spécialisés, c'est des gens qui ont déjà un lipœdème très évolué. À ce moment-là, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Alors, pas toujours évolué, mais quand on les voit tôt, on leur dit attention au poids, dans l'avenir, ne pas en prendre. Au moins stabiliser votre poids, donc diététique et activité physique. Vous dites quand on les voit tôt, ça veut dire que les médecins généralistes devraient vous envoyer ces malades-là le plus tôt possible? On les voit parfois 18, 20, 25 ans, 30 ans. Donc on les voit tôt. Elles ne sont pas encore obèses. Mais elles viennent spontanément chez les spécialistes parce qu'elles ont vu sur Internet, ou c'est nos confrères qui vous les envoient? C'est variable, il y a les deux. Ouais. Il y a à la fois la recherche spontanée, et puis il y a aussi les conseils des médecins qui nous connaissent. Alors si cette émission est regardée par des milliers de médecins, j'espère, c'est que le sujet les intéressait. Vous avez envie de leur dire quoi? Moi je pense que c'est quelque chose d'abord à reconnaître, à expliquer, et surtout à considérer comme une pathologie, comme un problème qu'il faut prendre en compte, et vraiment pour apporter des solutions, ou du moins des aides à ces patientes qui souffrent beaucoup. Alors tous ceux qui ont des patients comme ça dans leur clientèle se posent la question à un moment ou à un autre. D'ailleurs, on leur dit aujourd'hui, envoyez-les à un spécialiste. Ça ne sert à rien de faire des examens biologiques ou des examens complémentaires? Pour le lipœdème, ça ne sert à rien. Pour l'obésité, si elle est associée, oui. Bien sûr. Alors, on va essayer maintenant de comprendre ce qu'on va faire, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut faire de l'exercice physique, il faut manger moins, manger mieux. Ça, n'importe quel médecin, d'ailleurs, pourrait le dire systématiquement, comme je le répète. Vous allez faire quoi? Vous allez faire de la médecine, de la chirurgie, ou les deux? On commence toujours par une phase médicale, d'explication, on dédramatise le problème et on déculpabilise. On explique les choses, on explique que ce n'est pas de la faute des patients, que c'est en partie génétique, souvent génétique, qu'il y a une composante intrinsèque, donc non modifiable, et une composante qu'elles peuvent un peu modifier sur le plan alimentaire en prenant pas de poids et en faisant de l'activité physique. Et puis de là, on essaie de trouver des petits moyens pour améliorer chaque symptôme un par un et améliorer la qualité de vie globale. Alors, vous avez dit tout à l'heure que ça serait bien de commencer tôt, c'est-à-dire d'avoir toutes les jeunes filles qui ont 16-17 ans, qui ont ce problème-là, viennent vous voir. Est-ce que vous pouvez voir des patients qui sont beaucoup plus âgés que ça, et c'est ce qui vous arrive? Ah oui, on voit des patients parfois avec une évolution de 30 ans de lipœdème. Parce que ça continue à évoluer, le lipœdème, si on fait rien. Ça continue à évoluer dans le sens où souvent la prise de poids est associée. Ouais. Donc il y a une prise de poids qui augmente et le lipœdème augmente avec la prise de poids. Si les gens ne prennent pas de poids, leur lipœdème peut se stabiliser. Absolument. On arrive à une stabilisation de la maladie, ce qui est quand même important de le dire. Complètement. Donc on commence le plus tôt possible. Vous avez dit, c'est un peu symptomatique au début, c'est-à-dire vous faites un traitement local. On a trois symptômes. On a un gonflement, on a de la douleur et des ecchymoses. On va y aller progressivement. Les ecchymoses, qu'est-ce que vous faites? Les ecchymoses, pas grand-chose. C'est pas très inquiétant, les ecchymoses. D'accord. Mais il n'y a rien de... Vous ne mettez pas un traitement local, rien? Ok, d'accord. La douleur, c'est quel type d'antalgique? Alors la douleur, c'est une douleur qui est mal expliquée. Elle n'est pas neuropathique, elle n'est pas articulaire, elle est superficielle. Et donc, le but du traitement de la douleur, c'est essayer de trouver des moyens pas forcément médicamenteux, par exemple comme l'activité physique, le frottement de l'eau peut être antalgique, ou de porter des compressions élastiques qui, par leur frottement, peuvent avoir un effet sur des fibres différentes de celles de la douleur. Donc on joue sur ces petits moyens-là. On a essayé la cryothérapie? Ça peut être essayé dans le lipœdème, non. D'accord.
Mais bon, on pourrait dire, on va leur donner des... Alors, il n'y a pas d'œdème, donc pas la peine de donner des diurétiques. Des anti-inflammatoires, ça... Non, c'est pas conseillé, c'est des gens qui... Non, c'est pas conseillé vu le risque par rapport aux bénéfices attendus. Et les antalgiques classiques C'est nécessaire. Type paracétamol et... Si, éventuellement. Alors, dans les formes très sévères, on peut donner des médicaments pour les douleurs neuropathiques. Ouais. Mais c'est quand même des formes assez rares. Donc, la douleur, on leur dit, il va falloir vous y faire, essayer de la contrôler localement, en essayant de ne pas l'augmenter avec des vêtements, des choses comme ça. Alors, la douleur, on peut aussi dire, moi je conseille beaucoup d'hydrater la peau. D'avoir une peau hydratée et moins douloureuse, parce qu'on lui met un film lipidique. Donc, hydrater la peau peut être un élément utile pour la douleur. Ça c'est un concept que les hommes n'ont pas du tout. Hydrater la peau, donc soyez un petit peu plus explicite à nos confrères médecins. On met quoi pour Alors, on met des crèmes. Alors, c'est simple. Moi, je conseille aux patients sans marque particulière, les crèmes qui sont simples, sans parfum, en parapharmacie, en gros volume, avec des boutons poussoirs dessus. Comment on sait qu'elle est hydratante? C'est marqué dessus? Oui, c'est marqué dessus, et donc c'est les crèmes les plus simples, qui sont souvent en promotion d'ailleurs, et qui sont les plus utiles. Vous n'avez pas des noms à nous donner, prendre 2 ou 3 pour que ça soit... et des pas chers. Donc, je peux donner des noms qui sont en promotion, ça peut être La Roche-Posay, ça peut être Aderma, ça peut être Topicrème, ça peut être Uriage, ça peut être Galderma, voilà. On ne va pas tous les citer, mais il suffit de rentrer dans une pharmacie et de dire je vous voudrais un gros modèle et pas cher. Voilà, c'est ça, en promotion. Hydratant, et en promotion, d'accord. Et puis, il ne faut pas oublier dans les douleurs, le côté, il y a l'œdème est certes modéré, et quand on porte des compressions élastiques, ça permet aussi d'être antalgique. Donc on espère que ces compressions ont un effet aussi par le microfrottement antalgique sur ces douleurs, sachant que les douleurs peuvent augmenter au cours du temps. Alors après, bon, on est toujours dans le traitement local. Je résume la littérature, on décongestionne et on compresse. C'est ça. Bon, décongestionner, comment on fait? En décongestionner, il n'y a pas beaucoup d'œdème. Il n'y a pas de substance décongestionnante? Non. Non. Donc c'est obligatoirement une médecine manuelle? Voilà, physique. Et on fait quoi alors? C'est des bandages qui peuvent être utiles parfois, sachant que la composante liquidienne est modérée, donc on n'aura pas un effet très important. Et puis la compression qui va lutter pour prévenir le lymphe. Oui, mais avant qu'on soit dans la compression, la décongestion, vous dites par des bandages, c'est de la compression, c'est la même chose, non? Non, parce que les bandages sont des bandages à allongement, avec des bandes d'allongement court. L'allongement court, c'est des bandes qui s'allongent moins de 100%. C'est-à-dire qu'ils ne compressent pas. Voilà, qui sont plutôt... Qui maintiennent. Qui font une rigidité, absolument, qui maintiennent. Alors bon, c'est bien, on se demande comment ça peut drainer. Vous faites pas il n'y a pas des kinés qui font du drainage ou des choses comme ça? Si, le drainage et la fatigue manuelle ne sont pas indiqués dans le lipœdème. Pas du tout? Pas du tout. Le kiné n'a rien à voir pour traiter un lipœdème? A priori, non. Dans les études, à part parfois, on utilise la pressothérapie pneumatique, qui sont des chambres gonflables qui peuvent être utilisées, mais il n'y a pas de traitement spécifique pour le kiné. Vous dites soins de peau aussi, donc en dehors du fait de mettre des crèmes hydratantes, on doit faire attention à sa peau. Non, je crois que c'est vraiment... Oui, bien sûr, s'occuper de ses pieds, beaucoup, parce qu'il peut avoir des hyperkératoses. Vous dites que les pieds ne sont pas touchés, donc... Non, bien sûr, mais ça n'a pas de départ d'entrée éventuellement infectieuse si les pieds ne sont pas en bon état. Ah oui, on n'en a pas parlé. Le lipœdème, ça s'infecte? Ça s'infecte au bout de beaucoup d'années d'évolution. Ça peut devenir un peu lymphatique et à la fois lipœdème, lymphœdème. Mais ce n'est pas la chose que vous craignez le plus? Non, pas du tout. Alors, il n'y a pas d'institut spécialisé pour traiter la peau des lipœdèmes. C'est la femme qui se débrouille, quelque part. C'est un peu un traitement personnel. À quel rythme? C'est-à-dire qu'il faut faire ça tous les jours? Pour la peau hydratée? Ah oui, tous les jours. Tous les jours. Qu'est-ce qui est remboursé là-dedans? Mais pas grand-chose, à part les compressions élastiques qui sont remboursées sur une base sécu habituelle. Mais il n'y a pas de traitement spécifique. Les crèmes hydratantes ne le sont pas, du moins en grande partie. Donc l'intérêt, c'est de trouver les moins chers, si je comprends bien. Alors on va rentrer dans la compression. Là, il y a peut-être des trucs remboursés, parce qu'on voit tellement de pubs, de réclames sur la compression. Pour vous, c'est quoi? C'est quoi la compression idéale? C'est laquelle et pourquoi? Alors la compression idéale, c'est celle que le patient pourra porter. Ou la patiente pourra porter, qu'elle supportera. Parce qu'il y en a qu'on ne peut pas porter? Parce que dans le lipœdème, les douleurs superficielles gênent le port de compression. Ah oui. Et donc il y a une espèce... C'est bon de les porter, mais c'est douloureux de les porter. Donc il faut arriver à se dire que plus on les porte tôt dans la vie, où les douleurs sont moindres, plus on les supportera dans l'avenir. Si on commence très tard, où les douleurs sont majeures, on les supportera beaucoup moins. C'est des bandes qu'il faut mettre, ou alors c'est des manchons des bas. C'est des bas. C'est pas des bandes, non, pas des bandes. Il faut même mettre des compressions type chaussettes, ou bas cuisse ou collant. En étant classe 2, vous savez, classe 2 entre 15 et 20 mm de mercure, parce que si on serre plus, c'est un peu plus efficace, c'est plus mal toléré. Mais si on va jusqu'à la culotte de cheval, c'est donc des bas qui remontent jusqu'à... Voilà, c'est compliqué là. Ça peut être à la fois des bas cuisses qui s'arrêtent en haut des cuisses, ou des collants qui prennent aussi le bassin.
Ah oui, et ça se conçoit de mettre des collants compressifs, ça existe? Oui, ça existe tout à fait. Alors, plus ou moins épais, plus ou moins esthétique, là aussi. Est-ce que ça ressemble un peu à la compression que l'on prend quand on se dit qu'on va voyager en avion et qu'on va faire attention à la prévention de la phlébite? Alors, en avion, on s'arrête au niveau en dessous de genou. Oui. Là, c'est insupportable. Là, il faut comprimer plus haut. Bon, enfin, pour tous ceux qui ont essayé ces compressions-là, il y a un moment où parfois ça devient... D'abord, ça fait des espèces d'œdèmes, c'est difficile à comprendre. Vous avez les mêmes problèmes ou... Alors, nous, on n'a pas les mêmes problèmes parce qu'on a des référents orthésistes, formation orthopédiste. Pour délivrer un produit de compression, il faut vraiment avoir un spécialiste derrière. Et ça, c'est un métier pour prendre les mesures, trouver la marque adaptée qui soit la mieux tolérée. On s'arrête quelques secondes, on ne rentre pas chez le pharmacien, disant « Bonjour, monsieur le pharmacien, je voudrais des battes de contation pour mon lipœdème ». On va chez un spécialiste comme vous. Ça peut même être prescrit par le médecin généraliste, je suppose, qui vous envoie voir un spécialiste qui s'appelle Alors, soit c'est orthésiste qui fabrique donc des orthèses, entre autres, et des compressions élastiques, ou des pharmaciens orthopédistes qui sont aussi spécialisés dans ce domaine. Et donc là, on va avoir un produit qui est théoriquement parfaitement adapté à votre morphologie et à la contention. Vous avez le choix à plusieurs forces. C'est vous qui décidez de la force de la contention ou c'est la façon de l'accepter? C'est le prescripteur, c'est le prescripteur médecin, avec l'accord de la patiente. On leur montre éventuellement le produit en consultation, on leur dit voilà ce qu'on va vous mettre, qu'en pensez-vous? Le but, c'est serrer le plus possible, mais le plus possible limité par les douleurs superficielles. Donc on essaye de mettre classe 2 habituellement pour commencer, en disant c'est mieux que pas de compression. Et après, si ça marche bien, vous pouvez un petit peu augmenter. On peut monter à 3. C'est-à-dire entre 20 et 36 mm de mercure. Elles voient la différence, les femmes? Beaucoup de femmes me disent je me sens beaucoup mieux. J'ai plus ces jambes lourdes le soir, je gonfle moins, je me sens plus confortable. Alors c'est pour combien de temps? C'est pour la vie? Oui, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, pour la vie, on peut le dire. Et donc, le mettre uniquement, pas mettre ça à la plage, pas mettre ça, faut garder un certain confort de vie sociale, je suppose. Bien sûr, alors à la plage, si on se baigne beaucoup, ça fait équivalent à des compressions. Ça fait équivalent, donc voilà. Donc ça va bien. J'ai entendu parler de la pressothérapie pneumatique. C'est quoi ça? Alors la pressothérapie pneumatique, ce sont des appareils divers, avec des bottes, avec différents segments qui sont gonflés, avec des pressions et des temps programmables. Voilà. Oui. Ça gonfle, ça s'arrête. Absolument, et ça gonfle de façon séquentielle. C'est des séances de combien de temps? Alors ça peut descendre d'une demi-heure, ou parfois d'une heure quand on est dans les grandes séances. Par jour? Par jour. Et ça peut concevoir à la maison avec un appareil acheté ou il faut aller le faire dans un institut? Alors, les patientes chez qui il y a un bénéfice, pas toutes, qui ont essayé, qui trouvent ça très très bien, peuvent imaginer d'acquérir un appareil de pressothérapie. C'est pas donné non plus. Mais donc à ce moment-là, elles peuvent en faire... même si elles supportent, elles ne peuvent pas en faire plus qu'une heure? Si, elles peuvent faire une heure et demie par jour. Il n'y a pas de contre-indication à la pressothérapie? Si on règle la machine, pas trop fort. Bien sûr, là aussi, il y a des réglages. Bien sûr. Pour pas que ça écrase quand même trop les membres. Qu'est-ce qui est remboursé là-dedans, dans tout ce qu'on vient de dire? Pressothérapie, il n'y a pas de pressothérapie. Et les bas faits par un ortho, par un thérapeute? Alors, c'est remboursé, il y a un prix de vente. Souvent, le prix de vente dépasse le prix de remboursement, mais il y a une partie, 40 à 50%, qui est prise en charge par l'assurance maladie. Alors, on a vu la perte de poids. Là, il faut qu'elle soit régulière. Il faut essayer de retrouver un IMC normal, ou perdre un peu de poids, c'est mieux que pas en perdre. C'est des banalités, mais c'est voir un petit peu quel est l'enjeu pour le médecin qui prescrit la perte de poids. Moi, je pense déjà que ne pas en prendre, c'est une bonne chose. Je conseille toujours de ne pas prendre de poids, de stabiliser le poids. Première étape. Donc, stabiliser la maladie, ça semble être aujourd'hui de dire un message, ça. Oui. Plus vous y allez tard, plus vous allez stabiliser à un stade avancé, mais plus vous y allez tôt, plus vous stabilisez. C'est ça. Et en plus, vous êtes au courant de ce qui va se passer, de ce qui peut se passer. C'est quand même bien de savoir que si on prend du poids dans sa vie, ça pourra s'aggraver. Donc le savoir, c'est aussi un élément de prévention. Pour en reparler avant de faire cette émission à quelques confrères généralistes, ils m'ont dit que c'est quand même quelque chose qui les ennuie beaucoup parce qu'ils ne sentent pas la réponse, quoi. Ils ne sentent pas leur réponse et la qualité de leur réponse. Donc là, c'est vrai qu'il faut quand même un petit peu, peut-être aller creuser un petit peu un peu plus ça, non? Mais il n'y a pas de réponse absolue, il n'y a pas de traitement radical. Mais un faisceau de petites mesures peut améliorer les choses et peut rendre du confort et surtout faire accepter ce lipœdème et vivre avec, le mieux possible. Alors, toutes les patientes, apparemment, celles qui ont un peu lu, arrivent en disant « Docteur, je veux faire de la liposuction ». C'est un traitement ou pas? Alors, liposuction, c'est une stratégie thérapeutique. Moi, quand je les vois... Vous dites que c'est une stratégie thérapeutique. Stratégie thérapeutique. C'est-à-dire qu'on leur parle du côté médical, on leur expose ce qu'on vient de dire, et puis, moi, je leur dis en fin de consultation qu'il y a un traitement qui est plus efficace dans certains cas, qui est la liposuction. Donc, on enlève des gros volumes dans les zones les plus atteintes.
Ce qui permet d'améliorer le volume, la morphologie et les douleurs. Dites-moi, elles doivent toutes demander ça avant de faire les séances de bas de compression. Ça doit être une demande immédiate, non? Parce que c'est vrai qu'on imagine voir le résultat. J'ai trop de graisse, on va me la pomper, donc je vais en avoir moins. Oui et non, parce que c'est quand même de la chirurgie, c'est quand même coûteux, c'est quand même douloureux, il y a quand même des bleus en post-opératoire qui font un peu peur. On va s'arrêter un petit peu là-dessus. C'est vrai, quand on voit des images de liposuction, cette espèce de sonde qui est baladée avec ce bruit effroyable, on se dit, mais on doit faire des dégâts colossaux en sous-cutané, là, non? Alors, il y a un grand chirurgien plasticien qui fait ça dans les lymphœdèmes, lui, à Malmö, en Suède, que j'ai rencontré, et qui fait ça depuis des années, et qui a publié il y a plus de 20 ans une étude qui montre qu'il n'y a pas d'atteinte lymphatique avec la liposuction, il n'y a pas de destruction lymphatique en plus, supplémentaire, dans le... Elle reste superficielle, ça reste superficiel, et ça ne déclenche pas de pathologie si c'est bien fait. Bon, je suppose qu'il faut le faire de façon bilatérale, parce que c'est pas possible d'avoir une grosse cuisse et une petite cuisse. Ça paraît logique. À un seul endroit du membre inférieur, où on peut se dire on fait les cuisses, les hanches, et puis après on fait le mollet, non? On peut faire en un temps ou en plusieurs temps. On peut faire d'abord les cuisses, par exemple, ou les faces internes des genoux, et puis ensuite faire les mollets et les chevilles si c'est nécessaire. On prélève combien? Alors ça dépend. On peut faire jusqu'à des gros volumes. Il y a des patients qui ont eu 12, 15, 18 litres de graisse, parfois mélangé un peu avec du liquide qu'on met en sang avec, pour d'enlever, oui. Ouais. Mais en une séance? Oui. Et alors, une séance, 18, non, c'est plutôt en plusieurs séances. Plusieurs séances, ça ne revient pas? Alors, ça ne revient pas si le poids reste stable. Si le poids réaugmente, le risque, c'est que... Il ne faut pas nourrir les adipocytes, si je comprends bien. Il ne faut pas trop les renourrir. Il faut les nourrir. Parce qu'ils sont toujours là. On n'enlève pas l'adipocyte? Si, on l'enlève. On l'enlève. Ce liquide, c'est plein d'adipocytes. Ce n'est pas le contenu de... Enfin, on enlève la cellule graisseuse. Avec son gras dedans. Donc... il y a des contre-indications, il y a des effets secondaires parce que sinon on pourrait se dire pourquoi on ne le fait pas systématiquement. Parce que d'abord je crois que c'est quand même une anesthésie, c'est quand même une chirurgie. Oui, mais enfin on est ça sur des femmes qui disent j'en peux plus là. Donc. Oui, mais ça dépend des âges. Il y a déjà des femmes jeunes qui peuvent le dire à 70 ans, 75 ans, est-ce qu'il faut aussi le faire? Et voilà, il faut savoir que ça se pose dans une stratégie. Si en plus il y a une obésité, endormir une femme qui est obèse, c'est toujours un peu plus à risque. Et donc ça se pose dans la stratégie. Et puis il y a des femmes qui ne veulent pas d'avoir de liposuction. On peut faire combien de liposuctions? Une tous les ans pendant des années ou 2 fois par an? Enfin, alors les Allemands qui font des lipœdèmes, qui sont assez experts dans le lipœdème, font souvent 2 à 3 ou 4, parfois 4 liposuctions pour une patiente, sur un intervalle assez rapproché. Ouais. Et après Après, on ne sait plus. Non, c'est pas... On ne peut pas se dire, tiens, là, on a bien enlevé, on va enlever ailleurs. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, a priori, non. Ça peut revenir, mais c'est souvent fait Non, mais à d'autres endroits. C'est-à-dire que vous ne traitez pas... en une liposuction, vous ne traitez pas tous les endroits. Non, on peut traiter toutes les cuisses, par exemple. Ah oui. Et on peut faire les mollets dans un deuxième temps, mollets-chevilles. Bon, vous avez dit que c'était douloureux, mais anesthésie générale. C'est douloureux après? C'est douloureux après. Il y a des bleus. Il faut porter des compressions pour que ça cicatrise mieux. Oui, mais ça, c'est provisoire. Oui, c'est provisoire. Ça coûte combien? Alors ça, c'est difficile, les prix sont libres. Enfin, il y a quand même quelques... Mais dans les ordres de grandeur... Vous en faites, vous, par exemple? Non, moi, j'en fais pas. Non, moi, je ne suis pas chirurgien. Mais dans votre équipe, il y a des gens qui en font? J'adresse à des personnes qui en font, et on nous dit ça tourne entre 4 000, 6 000, 5 000, 8 000 euros. Ça dépend de la séance ou le total? La séance. Ah oui, c'est très variable d'un chirurgien à l'autre. On peut arriver jusqu'à, si vous dites 4 séances, on va dire, ça peut aller jusqu'à 24 000 euros. Quoi. Ou 20 000 euros si on fait 4 séances. Oui, c'est quand même une somme. Et c'est pris en charge? Non, il n'y a pas de prise en charge. Aucune prise en charge dans le lipœdème. Et il n'y a pas de risque? De la liposuction? Oui, je ne sais pas, en disant des gens qui sont... Alors, les premières liposuctions qui ont été faites avec les techniques qu'on faisait à sec étaient qu'on peut avoir des risques d'hémorragie. Il y avait des traumatismes des vaisseaux et parfois les femmes étaient transfusées. Bon, ça n'a pas l'air d'être techniquement très compliqué, mais vous allez peut-être me dire le contraire. Ce qui souvent ouvre la porte à des charlatans, en sachant que ce n'est pas des chirurgiens spécialisés qui font. Enfin, il y en a qui sont peut-être spécialisés, mais pour faire de la liposuction, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de liposuction. Donc, il faut faire attention à qui on confie ses cuisses. Je crois qu'il faut avoir un correspondant là aussi, un peu comme les orthésistes, avec qui vous travaillez, qui connaissent le sujet. Par exemple, vous envoyez à des gens dont vous êtes sûr que le résultat est bien fait, que ce sont des gens qui connaissent. Ça se fait dans un bloc ou ça se fait dans... Ça se fait dans un bloc opératoire, absolument. Il faut donc exiger que ça se fasse dans un bloc et avec un vrai anesthésiste. Quoi. Complètement, c'est la chirurgie. L'anesthésie ne suffit pas.
Il y en a qui font. Ouais. Il y en a qui font. Bon. Donc, il y a une autre technique chirurgicale dont vous m'avez parlé, qui est l'exérèse cutanée. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait là? Là, la liposuction enlève donc le gras, l'exérèse enlève la peau avec. Donc ça laisse beaucoup de cicatrices, c'est quand la peau... Ça nécessite une greffe après derrière? Non, c'est la peau qui est en excès. Ah, en excès, oui. Et donc on enlève la peau en excédent avec le tissu adipeux. Et ça se fait plus trop, ça, maintenant. Ça se fait plus trop? Ça se fait surtout après les chirurgies bariatriques, ou après les grands amaigrissements. Oui, ça se fait là-dessus. Bon, bah écoutez, on a parlé, alors vous m'avez dit qu'il fallait que l'on parle d'endermologie. C'est quoi ça? Alors l'endermologie, c'est un palpé roulé mécanique avec un appareil qui aspire et qui roule la peau, souvent utilisé pour traiter justement la cellulite au niveau des cuisses, et ça a été parfois utilisé dans le... Est-ce que la cellulite, c'est du lipodème? Alors, sûrement qu'il y a des frontières entre les deux, la cellulite n'étant pas douloureuse. Ouais. Et donc c'est vous la seule différence que vous faites entre toutes ces pathologies qui sont des cellules, des adipocytes en excès. Si c'est douloureux, c'est du lipodème, sinon c'est autre chose. Oui, sinon c'est la cellulite. C'est les mêmes traitements, non? Oui. Ben, la douleur, quand même pas de douleur, on est quand même dans la phase plutôt esthétique pour la cellulite. Ouais. Alors que là, quand la douleur est quand même parfois au premier plan. En fin de compte, si je caricature un peu, vous médicalisez la solution esthétique de la graisse trop nombreuse. Je me moque un petit peu, c'est-à-dire que si la femme ne souffre pas, vous dites « moi je m'en occupe pas », c'est de l'esthétisme. Mais souvent, quand elle nous voit, il y a quand même une souffrance. Il y a quand même une souffrance esthétique ou une sens psychique à l'aspect ou aux douleurs. Donc ce palpé roulé, qui est quand même le b.a.-ba du massage, là c'est une machine qui le fait. C'est une machine qui palpe absolument, qui aspire. Ça aspire quoi? Qui aspire le tissu et qui fait rouler. C'est une aspiration de la partie superficielle de la peau. C'est une espèce de lipolyse... C'est-à-dire quand vous dites aspirer, faut bien qu'il y ait quelque chose qui rentre dans le derme, non? Non, il n'y a rien qui rentre, non, c'est des rouleaux qui aspirent, comme un petit aspirateur, et qui roulent la partie superficielle. Mais qu'est-ce qui sort? Ah, il n'y a rien qui sort. Ah non, quand vous dites aspirer, c'est juste... ça aspire comme un aspirateur sur la peau. Ah oui. Et c'est quoi l'intérêt? C'est utilisé dans les cicatrices, qui sont adhérentes, pour les désinfiltrer. Ah oui. Et puis, dans la cellule, ça a été utilisé pour essayer de la faire diminuer en la roulant comme ça. Mais qui c'est qui fait ça? Il y a des kinésithérapeutes qui font ça, et des instituts aussi d'esthétique qui font ça. Vous êtes toujours en limite entre la médecine et l'esthétique avec cette pathologie-là? Il y a un rapport. Il y a une souffrance, qui est à la fois esthétique, mais aussi physique. Ouais. Alors, on a assez peu parlé des kinés, mais en fin de compte, on finit toujours par revenir chez le kiné, parce que le kiné va vous aider pour la contention. Il y a des kinés spécialisés dans le lipœdème? Non. Non, parce que c'est pas pris en charge. Ah oui, uniquement pour ça. C'est pas comme le lipœdème. Donc il faut, comme toujours, essayer de trouver quelqu'un qui a un réseau, si je comprends bien. Qui a un réseau, et puis qui essaye aussi de comprendre et de trouver toutes ces solutions qui sont additionnées peuvent avoir un bénéfice important. Bon, vous parlez beaucoup de choses transitoires ou de thérapeutique à vie, là, dans tout ce qu'on parle? Je crois qu'on parle de thérapeutique à vie. Ouais. Pour l'activité physique, la stabilisation du poids, les compressions élastiques. Alors, ça demande une volonté de faire. Là, j'en reviens encore à mon problème des psychologues. Je crois qu'il faudrait aussi commencer... Le soutien psychologique, me paraît important dans les grands lipodèmes. Nécessaire, parce qu'il y a une grosse souffrance esthétique, et puis visuelle, et puis douloureuse. Donc c'est une douleur chronique aussi. Donc la douleur chronique peut aussi jouer sur le moral, sur le syndrome dépressif, éventuel, associé. Je suis un peu surpris que... Pour une pathologie qui concerne autant de femmes, on ait aussi peu de certitudes. Je suppose que ça doit vous choquer aussi. Non? Oui, c'est vrai que c'est un peu embryonnaire. Ouais. C'est décrit il y a 70 ans aux États-Unis. Nous, on le découvre un petit peu, on s'y intéresse en tout cas. Vous m'avez proposé cette émission-là. J'avoue que je n'avais pas. Pour moi, le lymphœdème, c'était clair. L'hypodème, c'était pas quelque chose forcément de clair dans mon esprit. J'espère que ça le sera pour tout le monde ici. Mais bon, c'est surprenant. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'empirisme. Oui, et puis on ne sait pas très bien ce qui se passe. On explique mal les douleurs, on n'explique pas cette répartition du tissu adipeux, on explique mal les œdèmes. Ouais. Donc il y a beaucoup d'inconnus. Bon, écoutez, si je comprends bien, on va se revoir pour vous nous expliquer au fur et à mesure. Je ne sais pas si je ferai ce métier-là très longtemps, mais on verra si ça. En tous les cas, il y a une chose, et on va terminer là-dessus, le corps médical doit prendre ce lipodème plus au sérieux. On doit considérer ces femmes qui souffrent et essayer de trouver des solutions pour améliorer leur vécu. Et arrêter d'en faire un problème esthétique unique. Absolument. Bon. Écoutez, si ce message-là est passé, vous avez fait votre travail et vous avez fait une bonne émission, n'est-ce pas?
Absolument. Eh bien, écoutez, je crois que c'est le cas. Merci Stéphane Ville. Tout ceci était là très clair. Alors, je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour vos commentaires et suggestions et vos questions, jdflemoine@gmail.com. Pour revoir nos émissions, en faire profiter des collègues ou des amis, il suffit d'aller sur la chaîne YouTube Fréquence Médicale. Toutes nos émissions, pas que les JDF, sont là. C'est un énorme succès d'audience, comme vous pourrez le constater. Merci mille fois. Tout cela n'existerait pas sans votre soutien. Eh bien, écoutez, Stéphane Ville, dès l'émission finie, on discute pour retrouver un autre thème pour que nos téléspectateurs vous revoient bientôt. En attendant, portez-vous bien.